Organisation des travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties sur le changement climatique COP27, rapport accablant de l'inspection générale des finances sur l'attribution des concessions forestières en République démocratique du Congo, 9e forum mondial de l'eau axé sur le thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, le forum des réponses. Voilà, mesdames et messieurs, l'ossature de la nouvelle livraison de votre magazine RDC Environnement de ces jours. Madame, Messieurs, bienvenue à votre magazine de questions environnementales et du développement durable. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Je vous le disais, dans les sommaires, c'est en tout cas confirmé, la République démocratique du Congo co-organisera avec la République arabe d'Égypte les travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties sur le changement climatique COP27. C'est après que la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, s'est rendu au Caire en Égypte pour remettre la lettre de la manifestation d'intérêt du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo adressé à son homologue égyptien Al-Sisi le 29 mars 2022. Voici les reportages signés Ruben Mayoni Nsiakiyunga. C'est dans le cadre de la co-organisation des travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 devant se tenir en novembre 2022 dans la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et de développement durable, s'est rendue au Caire lundi 28 mars 2022. Reçue en audience par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et de développement durable, F. Bazaïba, était porteuse de la lettre de manifestation d'intérêt du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo adressée à son homologue égyptien. L'Égypte s'est donc dite honorée de travailler en partenariat avec l'un des pays les plus importants du bassin du Congo pour faire face aux enjeux climatiques qui s'imposent à l'humanité. Ayant pris part à cette rencontre, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président désigné de la COP27, a été instruit à prendre toutes les dispositions relatives à la mise en place du comité de pilotage avec la partie congolaise, tout en réitérant la volonté de son pays à renforcer la coopération avec un pays frère et ami. À en croire la patronne de l'environnement congolais, c'est une grande victoire et une fierté pour non seulement la RDC, mais tout le bassin du Congo, de co-organiser les travaux préparatoires de cette grand-messe climatique sur le continent africain après l'Afrique du Sud. La COP27 en Égypte est donc une occasion pour faire avancer l'agenda de discussion en faveur de la prise en compte des contributions et apports de l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique, a martelé F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il convient de noter que le président de la République arabe d'Égypte a par la même occasion transmis les salutations fraternelles au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, tout en soulignant l'intérêt que son pays accorde à la question du climat tant au niveau africain que sur le plan international. Quant aux préparatifs des travaux préliminaires de la COP27, des modalités pratiques de ce partenariat dans l'organisation de la pré-COP seront déterminées entre les deux pays dans les tout prochains jours. Par la co-organisation de ces travaux de la pré-COP, la RDC veut donc affirmer son leadership environnemental sur l'échiquier tant régional qu'international. Attribution des concessions forestières en République démocratique du Congo, le rapport accablant de l'inspection générale des finances a mis à nu les magouilles macabres qui se sont déroulées dans ces secteurs, commandités par les différents ministres qui se sont succédés à la tête de ces portefeuilles de l'État. L'inspection générale des finances, IGF, a constaté la non-application du code forestier du 29 août 2002 pendant 18 ans. Non-actualisation de la nomenclature des actes générateurs du ministère de l'Environnement au regard des droits du Trésor institués par les codes forestiers. Violation du moratoire par l'administration forestière. Recours systématique au gré à gré par le ministre successif dans l'allocation des concessions forestières. Octroi de plusieurs concessions forestières sous le couvert des autorisations des cessions sans paiement de droits dus à l'État. Laxisme de l'administration forestière
forestières dans la perception de droits dus à l'État par les exploitants forestiers sous le couvert des autorisations des cessions sans paiement dus à l'État. Laxisme de l'administration forestière dans la perception de droits dus à l'État par les exploitants forestiers, non-maîtrise des adresses physiques des exploitants par l'administration forestière, la défaillance de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD dans l'encadrement, voulais-je dire, des recettes du secteur est également à la base du non-paiement de droits dus à l'État par les exploitants forestiers. L'absence des preuves de rapatriement des devises sur les exploitations de bois. La redevance sur la superficie de 3 139 765,14 $, mise à charge des sociétés Maniema Union, Congo King Bashing Forestry Development et Congo Sunflower Forestry Development. Après examen contradictoire de preuves de paiement présentées, 530 564 $, de redevance de superficie non perçue sur les concessions forestières allouées ou cédées. Comme recommandation, suspendre jusqu'à l'assainissement total du secteur toute nouvelle attribution des concessions forestières, procéder à l'actualisation du fichier des titulaires des titres forestiers par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, contraindre tous les exploitants répertoriés à s'acquitter des droits de l'État tels que consacrés les textes en vigueur. Poursuivre en profondeur les travaux déjà entamés sur les droits dus à l'État par tout exploitant dans la perspective de résilier tous les titres dont l'exploitation des concessions forestières est faite à l'insu et au détriment de l'État propriétaire. À cet effet, il faudra au préalable réagir à la contestation des compétences de l'Inspection générale des finances par certains exploitants forestiers sur les contrôles des dits droits. Procéder au recouvrement par toute voie des droits éludés calculé par l'équipe de contrôle à charge de quelques exploitants forestiers et enfin actualiser la nomenclature des actes générateurs des recettes du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Madame, Messieurs, en marge de ces rapports, les réactions ne se sont pas faites attendre. C'est le cas de l'ONG Greenpeace Afrique RDC dans un communiqué titré « Dos au mur ». F. Bazaïba publie l'audit forestier qui accable la République démocratique du Congo et ses bailleurs. Je vous propose de suivre ces messages dans cette lecture de Marlène Bassoussou Sessakomo. Après 3 mois de pression par Greenpeace Afrique, le gouvernement de la République démocratique du Congo a finalement cédé. Après une fuite dans les médias et la visite d'un ministre britannique en colère, il ne pouvait plus ne pas publier les rapports d'audit de l'Inspection générale des finances IGF commandé en 2020 qui fustige le laxisme coupable du ministère de l'Environnement et le chaos qui arrange ses responsables. Sa publication avant la fin de 2021 était les tout premiers jalons de l'accord de 500 millions de dollars américains signé par le président Félix Tshisekedi et les bailleurs de fonds en marge de la COP26 en novembre dernier à Glasgow en Écosse. Si les autorités congolaises ont allègrement raté cette échéance et ignoré la lettre lancée le 2 janvier, on comprend maintenant pourquoi et on ignore tout l'embarras des bailleurs. Avec toute la gangrène qu'expose cet audit, c'est de la folie d'élever les moratoires sur les nouveaux titres forestiers et pourtant c'est ce que la RDC et ses bailleurs de fonds s'apprêtent à faire. Ce qu'il nous faut est des plans de protection permanente des forêts, c'est vital pour des milliers de communautés locales et des peuples autochtones, déclare Irène Wabiwabe Toko, chef de la campagne forêt pour Greenpeace Afrique. L'audit au vitrol livré en mai 2021 est sans merci pour la gouvernance forestière à la congolaise et il met de nouveau la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Madame Eva Zaïba, en grande difficulté. En octobre dernier, à la veille de la COP26, le président Tshisekedi lui avait ordonné de suspendre immédiatement toute concession forestière douteuse. En faisant le service minimum 2 mois après, Madame Bazaïba a passé aux oubliettes des millions d'hectares d'attributions plus que douteuses repérées par les limiers de l'IGF.
À ce moment-là, les bailleurs de fonds regroupés au sein de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI avaient déjà sorti leur chéquier. L'accord qu'ils signent à la COP26 donne le feu vert à la levée du moratoire sur de nouvelles concessions forestières instaurées en 2002. La négligence de Mme Bazaïba, elle jure ne pas avoir vu le rapport d'audit de l'IGF avant février 2022, est emblématique de celle dénoncée comme systémique par les auditeurs. Ceci identifie pas moins de 18 concessions attribuées en violation du moratoire de 2002. Ces titres illégaux comprennent la totalité des ces revendus par les forestiers et général Gabriel Amissi sous sanctions américaines et européennes à des partenaires chinois. L'IGF affirme que, de ces seuls titres, 3,1 millions de dollars américains de redevances de superficie manquent à l'appel. Les inspecteurs demandent leur recouvrement par toute voie de droit. Et il révèle la perception de la redevance des superficies au moyen des décharges au niveau des provinces. Les champions de l'Agence française de développement AFD et celle Société forestière française de la RDC, Compagnie forestière et des transformations CFT, serait lui aussi mauvais payeur à en croire les GEF. Labellisée légale par la boîte de certification Preferred by Nature, la CFT est aussi une de celles sociétés contactées d'avoir ouvertement constaté la compétence de l'IGF à la contrôler. Courant 2021, elle appartient à un expert parisien en tableau ancien, Eric Turkin, à travers sa discrète Société française pour l'environnement. Pour les auditeurs, l'absence du dépôt de cautionnement par certains forestiers, dont les leaders libanais, Industrie forestière du Congo IFCO, relève d'une application sentimentale et arbitraire de la loi. Les recours par des ministres successifs au gré à gré pour l'attribution des titres témoignent de toute la résistance qu'ils ont à respecter la loi au profit de leur volonté personnelle. Les cadeaux faits au général Amissi étaient du favoritisme délibéré. Pointé du doigt tour à tour, les ministres Robert Bompolo, Bienvenu Liota, Atis Kabongo, Frank Mouedi Malila, ainsi que les bouillants Ami Ambatobe et Claude Nyamugabo. Mais ce n'est pas que le ministère et surtout les ministres de l'Environnement qui sont dénoncés. L'IGF constate également la défaillance totale de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, dont la directrice n'a pas cru bon de répondre à leurs observations préliminaires. Un total de 4 exploitants sur les 45 répertoriés ont payé la redevance des superficies. Sans doute est-il un peu compliqué pour la DGRAD de recouvrer l'argent des sociétés dont seulement un nombre très limité ont pu être localisés par l'IGF, la majorité des adresses étant inexactes ou tout simplement inexistantes. En cause, la légèreté de l'administration forestière dans l'identification et le suivi des concessionnaires. Dommage seulement que la période contrôlée par l'IGF se soit arrêtée mi-2020. C'est au dernier semestre de cette année-là que Claude Nyamugabo se livre à une anarque de plus à très grande échelle. Il gratifie l'obscure société de courtage Tradelink des concessions dites de conservation, grandes comme la moitié de la Belgique. Et le veille concession d'exploitation forestière de la géante Norcy Timber à capitaux portugais se voit elle aussi convertir en toute illégalité en concession de conservation. D'autres sociétés ont également bénéficié des attentions particulières des messieurs Nyamugabo. Greenpeace Afrique appelle à nouveau le président Félix Tshisekedi à ordonner une enquête judiciaire sur les responsables du pillage de la forêt congolaise et, le cas échéant, à la levée de leurs immunités parlementaires. Nous demandons à ce que la lumière soit faite en premier lieu sur les refus par les ministres actuels d'obtempérer à ces ordres. Pourquoi n'a-t-elle pas suspendu ne serait-ce qu'une seule concession d'exploitation forestière quand un rapport d'audit livré en mai 2021 précisait l'ampleur des dégâts à
L'eau, une denrée indispensable, mais de plus en plus menacée par les effets des changements climatiques. Au 9e Forum mondial de l'eau, axé sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement », la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, avait appelé les États à contribuer aux efforts de la rentabilisation des ressources en eau de la République démocratique du Congo. Reportage de Ruben Mayoni Insaki. La sécurité de l'eau pour la paix et le développement, c'est autour de ce thème qu'ont tourné les débats aux travaux du 9e Forum mondial de l'eau tenu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar au Sénégal. Représentant la République démocratique du Congo à ses assises, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a appelé les États à contribuer aux efforts de la rentabilisation des ressources en eau de la RDC. F. Bazaïba Massoudi a exposé le potentiel environnemental de la RDC dont 10% des réserves d'eau douce du monde et 52% des eaux douces d'Afrique. Le pays se présente donc comme une alternative à la sécurité de l'eau en faveur de la paix et du développement dans le monde. Je voudrais demander aux Africains que nous sommes, aux dirigeants africains, pour devoir rentabiliser les eaux de la République démocratique du Congo, comptabiliser toutes les gouttes d'eau. Nous avons seulement 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Pendant ce temps, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui manquent d'eau et beaucoup de pays du monde qui manquent d'eau. Nous avons de l'eau, nous avons ces potentiels environnementaux très importants, mais nous avons besoin de la technologie qui devra nous permettre de rentabiliser ces ressources en eau. C'est un élément important dont nous devons tenir compte. Ce n'est pas un élément que nous allons acheter ailleurs, parce que dessaler l'eau de la mer, ça coûte une fortune. Par contre, élargir l'adduction d'eau potable à la population n'est pas aussi cher que ça. Voilà un élément que je voudrais amener ici dans ces concerts des nations pour dire que la RDC amène l'approche contributive dans ce processus-là de rentabiliser la ressource en eau. La RDC apporte donc une approche contributive dans le processus de rentabilisation des ressources en eau. Face au défi de l'eau, l'événement de Dakar s'est voulu le forum des réponses. La patronne de l'environnement congolais a donc représenté la République démocratique du Congo à ses assises, qui ont également connu la participation de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, qui a comme mission la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins du Congo, avec un certain nombre de projets que cette institution sous-régionale exécute grâce au financement de partenaires techniques et financiers. Voici la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga dans cette présentation. L'eau, une ressource indispensable, abondante mais mal connue et mal gérée. Pour une gestion durable et rationnelle de cette ressource, la République d'Angola, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République du Gabon ont décidé de mutualiser leurs efforts pour une gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Congo. Ils sont regroupés au sein de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, chapeautée par un secrétaire général secondé par une équipe d'experts dans différents domaines de la SICOS. L'accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la SICOS et son additif, signé respectivement le 21 novembre 1999 et le 22 février 2007, confie à la SICOS les missions de la promotion de la navigation intérieure et de la gestion intégrée des ressources en eau. L'un des mandats de la SICOS, c'est la promotion de la navigation par voie d'eau intérieure. Et on peut bien promouvoir la navigation s'il y a un système de sécurité, n'est-ce pas, qui est mis en place. La SICOS ne remplace pas les États. Nous appuyons les États à travers, n'est-ce pas, la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Depuis le 6 novembre 1999, marquant la signature de l'accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la SICOS, cette organisation sous-régionale a géré plusieurs projets dont les derniers en date sont le programme de surveillance de l'environnement et la sécurité et l'Afrique, GMS and Africa, dont la thématique est la gestion de l'eau et des ressources naturelles en Afrique centrale.
GMS a apporté depuis son démarrage plusieurs innovations. Dans le secteur de la navigation par exemple, grâce aux données d'observation de la Terre, il y a eu élaboration des applications smartphone, c'est-à-dire des cartes électroniques mises sur les téléphones et les commandants des bateaux peuvent naviguer avec moins de risques et aussi dans les délais de voyage très courts. Donc la navigation fluviale est sécurisée grâce à ces produits élaborés à travers ces programmes. Les produits et services opérationnels élaborés dans le cadre de ces projets GMS en Africa ne restent pas pour l'utilisation du spécialiste quelconque, mais ce sont des produits et services qui ont des retombées positives directement sur la population. Les applications smartphone, les cartes électroniques de navigation élaborées ont comme retombée la réduction des délais de voyage. Il y a aussi la réduction des accidents de navigation qui sont souvent récurrents dans nos voies d'eau. Il y a également l'augmentation des flux des échanges commerciaux entre les zones de production et les zones de consommation. Et la conséquence, c'est la baisse des prix des produits de première nécessité. Il y a aussi le projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone SICOS par CEDANCI. Le projet appuie à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans l'espace SICOS a vu le jour le 19 avril 2021. Ceci à travers l'implémentation des 2 documents de planification stratégique qui portent sur le pass navigation et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, dont la SICOS a élaboré le document de subvention qui a connu l'approbation de l'Union européenne pour le financement de la mise en œuvre de certaines activités sur une durée de 3 ans. Donc l'objectif de ce projet est d'améliorer la sécurité de la navigation et la fluidité du trafic sur les voies d'intérêt des États membres de la SICOS. Ce projet a 5 composantes, parmi lesquelles il y a la poursuite de l'observatoire des barrières non physiques et l'amélioration de la sécurité de la navigation sur les voies d'intérêt des États membres de la SICOS. Et enfin, le projet pilote sur la gestion intégrée des ressources en eau et les systèmes d'information sur l'eau pour l'adaptation au changement climatique dans les bassins du Congo, PROGIR-SIAG. Le grand défi aujourd'hui à relever, c'est comment mobiliser cette ressource en eau et comment la valoriser. Ainsi donc ce projet vient à point nommé parce que on ne gère que ce qu'on connaît. La SICOS, pour contribuer aux différents objectifs que doivent atteindre les États membres, c'est-à-dire que aussi du développement durable, je citerai par exemple l'objectif numéro 13 qui dit que les États doivent s'adapter au changement climatique, l'objectif numéro 6 par exemple qui parle de la gestion de son eau. Pour atteindre ces objectifs, la SICOS donc contribue auprès des États en leur apportant l'information sur l'eau. À l'époque lointaine, le bassin du Congo avait près de 800 stations hydrométriques in situ. Mais à date d'aujourd'hui, 60 ans après, nous en sommes réduits à moins de 50. La SICOS, donc, à travers ce projet, va donc réinstaller des stations hydrométriques in situ, afin que ces stations-là puissent maintenant donner des données qui seront maintenant exploitées pour subvenir à ces objectifs-là. Par ailleurs, il faut souligner que la SICOS dispose d'une école régionale de formation au métier de la navigation intérieure qui forme les futurs capitaines des bateaux et membres d'équipage pour assurer la relève et ainsi renforcer les capacités de navigants et administration des pays du bassin du Congo et au-delà. Afin de réaliser ces missions, la SICOS s'est donné comme objectif, entre autres, de garantir la gestion durable des voies navigables, harmoniser la réglementation en matière de transport fluvial pour la sécurité de la navigation et la promotion de l'environnement. Signalons que la SICOS bénéficie de l'appui financier et technique de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Union africaine, le Fonds français pour l'environnement mondial, l'Agence française de développement, la coopération internationale allemande et bien d'autres partenaires encore.
Madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine RDC Environnement. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ces derniers et à vous, chers téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne, prenez soin de vous et de votre environnement. RDC Environnement revient très bientôt. Au revoir.